Eh bien, ce n'est plus sur le point de commencer puisque ça commence. Allons-y. Merci à tous. Euh, pour en parler de ces innovations régionales au service de la transformation numérique des métiers de l'eau, j'ai avec moi Ronan Barbier du Pôle Environnement, Jean-Emmanuel Gilbert d'Aquacé, Gérald Varnada d'Itopo et Julien Delay d'Itopo aussi qui est venu de l'AI. Ouais, je ne peux pas avoir tout bon sur les deux. Qui sont venus en force. Merci à vous deux. On va commencer avec Ronan Barbier. Vous allez nous présenter le Pôle Environnement. C'est un réseau d'entreprises qui regroupe toutes les entreprises qui ont une expertise dans le domaine de l'environnement et de l'eau en Nouvelle-Aquitaine. Vous existez depuis plus de 20 ans. Vous êtes fort de 70 adhérents. Je vous laisse la parole. Ça marche, oui. Parfait. Merci. Donc oui, je vais vous présenter le Pôle Environnement, qui est un réseau d'entreprises en Nouvelle-Aquitaine, d'entreprises mais pas que, d'organismes de formation et aussi de collectivités et de grands groupes. Donc on est basé en Nouvelle-Aquitaine. Nos missions, c'est donc promouvoir l'expertise eau et environnement en région, mais pas que, en France aussi, et si possible à l'international via des salons professionnels. On a un partenariat notamment avec le Québec. On favorise le développement de nos entreprises, ça c'est l'une de nos missions principales, favoriser le développement économique de nos adhérents et renforcer leur compétitivité. On les met en relation pour qu'ils se connaissent et favoriser ainsi l'innovation. On accompagne aussi les industriels, on a un rôle de sensibilisateur, d'informateur auprès des industriels, agriculteurs et collectivités pour les informer en fait sur la gestion de la ressource en eau. On implique aussi les éco-entreprises dans la dynamique régionale. Vous n'êtes pas sans savoir que il y a eu une fusion des régions. On était historiquement en Limousin, maintenant en Nouvelle-Aquitaine. Donc il y a une période de transition à effectuer. Donc on est une association loi 1901 cofinancée par la région Nouvelle-Aquitaine. On est labellisé grappe d'entreprise. Donc comme je le disais tout à l'heure, on a 3 collèges. Donc un collège éco-entreprise qui représente 80% de nos adhérents, un collège recherche et formation et un autre partenaire qui représente les collectivités et les grands groupes. Donc comme on le disait, on a plus de 65 acteurs sur la Nouvelle-Aquitaine. Et donc le but de ce réseau, c'est vraiment de maximiser l'effet de levier commercial pour les entreprises, d'impulser des projets collaboratifs, vraiment de les mettre en réseau pour qu'ils travaillent ensemble, qu'ils détectent des potentiels partenaires et clients, et vraiment actionner les mécanismes de décloisonnement, c'est-à-dire vraiment sortir la tête du guidon et voir ce qui se passe autour, ce qui se passe à côté de chez soi. Et voilà, c'est ça. Donc les domaines d'intervention, donc nous, on a une grosse expertise eau. La moitié de nos adhérents travaillent dans l'eau. Et donc ça représente à peu près 35 membres. Et on a le reste, on couvre toutes les autres thématiques de l'environnement, donc déchets, énergie, biodiversité. Donc ça représente une trentaine d'adhérents. Donc nos actions concrètement au pôle environnement, c'est voilà, c'est la base du réseau, c'est la mise en réseau, effectuer des rencontres, des groupes de travail, des journées techniques pour mettre en relation toutes ces entreprises, toutes ces collectivités, tous ces acteurs de l'environnement et de l'eau en Nouvelle-Aquitaine. Notre deuxième mission, c'est plus de la promotion, faire promouvoir, augmenter la visibilité de ces acteurs en Nouvelle-Aquitaine pour qu'ils se connaissent et qu'ils fassent parler d'eux. Et la dernière, c'est l'accompagnement. C'est en fait, on est organisme de formation, on propose des formations donc en eau et en environnement, et aussi on promeut en fait les offres d'emploi. On essaie de mettre en relation les étudiants, les personnes en recherche d'emploi dans l'eau et l'environnement avec les entreprises. Voilà. Donc je vais passer la parole maintenant à Jean-Emmanuel, un de nos adhérents, donc à Coissé. Merci beaucoup. Donc oui, je représente la société Aquacé. Donc en quelques mots, on va vous présenter un de nos projets phares qui concerne une station d'épuration. La station d'épuration Seine-Aval en fait sur HR en collaboration avec le SIAP.
Et donc ça, c'est donc un des axes de développement en fait, d'utilisation du numérique dans la gestion de l'eau. On a beaucoup d'autres activités aussi qui sont dédiées sur l'usine du futur. Donc ici, je présenterai uniquement la partie station d'épuration. Donc dans ce projet, on a 2 acteurs, Aquacé et puis le SIAP. Alors Aquacé, en fait, c'est une entreprise qu'on a co-créée il y a 3 ans à peu près, et qui vient d'un métier d'efficacité hydrique en industrie. C'est-à-dire que notre métier initial, c'est de faire des audits de sites industriels pour aller scanner en temps réel les flux et les usages de l'eau, savoir quelles sont les opérations industrielles unitaires qui consomment et rejettent quoi, à quel moment, d'accord, en quantité et en qualité. Et une fois qu'on avait généré ces cartographies, de pouvoir préconiser des plans d'action en agissant à la source pour réduire les consommations, pour réduire les rejets, notamment la problématique de la pollution, et pour augmenter la productivité des usages de l'eau. Pour pouvoir faire ce type d'activité, il a fallu qu'on développe nous-mêmes notre propre outil, qui est une solution en fait complète de collecte, gestion et exploitation de la donnée, de flux de données en fait en masse et en temps réel. Puisque là, on va produire, quand on va aller faire une cartographie de sites industriels, c'est environ 1 million de données à la semaine à minima. Donc si vous n'avez pas des outils qui permettent à la fois d'interagir avec ce flux de données, mais aussi avec l'énorme historique de données qu'on commence à accumuler au bout de quelques mois, en fait, on ne va pas être très, très efficace. Donc voilà, donc là, ça veut dire que c'est une solution qui a à la fois une partie de connexion sur le terrain avec des boîtiers que l'on peut, qui sortent de couteau suisse qu'on peut connecter avec un petit peu tout ce qu'on veut, qui est fait pour collecter de la donnée, ça ne fait pas du tout du contrôle-commande. Donc c'est vraiment un aspirateur à données, tout type de data. Je vous montrerai un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Ensuite, on va ouvrir des architectures informatiques sur des clouds privés pour chacun de nos clients. Et ensuite, on a une ribambelle d'applications web. Et donc, notre métier de base, c'est faire du suivi fonctionnel, de l'analyse de performance, de flux et usage de l'eau dans les sites industriels. Et maintenant, on a décliné ça aussi sur des stations d'épuration, puisqu'on se retrouve à peu près avec une configuration qui est la même, avec des flux d'eau, des traitements et puis des flux de sortie. Voilà. Bon, le deuxième partenaire, vous le connaissez, puisque c'est le plus gros de France, voire d'Europe, syndicat de l'agglomération en fait, parisienne pour l'assainissement. Nous, donc, ils ont plusieurs stations d'épuration et on travaille avec le service de R&D en fait, et notamment sur à la fois la partie réseau, la partie traitement et puis la partie milieu naturel. Donc voilà. Très schématiquement, on a la Seine en bas, et eux, ils ont le réseau d'assainissement en fait, d'amener des eaux usées, et puis ensuite la station d'épuration. Donc les enjeux pour une station d'épuration de cette taille, ils sont juste colossaux. Vous avez quelques chiffres là qui sont présentés. Donc avec un impact économique et un impact environnemental qui sont vraiment très, 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 très en dessus de ce qu'on a l'habitude de voir. Hein. Pourquoi ? Parce que HR traite 2 millions de mètres cubes jour, je crois. Et l'ensemble du réseau, c'est 2,4 millions de mètres cubes jour. Alors pour gérer tout ça, en fait, et pour essayer d'être efficace, ils ont plusieurs contraintes. Alors la première, c'est le taux d'abattement qui est défini par la DRU et qui leur dit, voilà, vous avez un pourcentage à atteindre entre l'entrée et la sortie. Et donc c'est ça ce qui va permettre de faire le pilotage de la station d'épuration. Mais vient ça rajouter une deuxième contrainte qui vient du milieu naturel et de la directive cadre eau. Il faut qu'ils respectent en même temps le bon état écologique des milieux naturels. Et en fait, là, une des problématiques, en plus donc de la performance industrielle et environnementale et tous les coûts qu'il y a qui sont associés, hein, sur lesquels il y a des gains qui sont énormes à faire, la deuxième contrainte, c'est de dire comment est-ce que maintenant je réponds aussi à ces enjeux réglementaires. La stratégie qui a été proposée, en fait, c'est la suivante. Ah tiens, l'animation, c'est pas très grave. Donc, ah non, elle est complètement à l'envers. Bon, c'est pas grave, on va tout dérouler et puis voilà, c'est bizarre. Donc en fait, sur environ 3-5 ans, on va avoir un modèle en fait des réseaux et puis surtout des points de mesure, d'accord, le plus en amont possible au niveau de la station d'épuration. Ensuite, on va avoir la même chose à l'intérieur de la station d'épuration avec un deuxième bloc et puis le bloc 3 qui correspond à la rivière, qui apparaît plus du tout d'ailleurs. C'est miraculeux PowerPoint quand on passe d'une version à une autre. Bon, donc tout en bas, en fait, ce que vous avez entre amont et aval, bien sûr, c'est la rivière qu'on voyait tout à l'heure, enfin le fleuve qu'on voyait tout à l'heure. Donc en fait, sur chacun des blocs, ça va être la même chose. On va mesurer et modéliser. Okay, et donc chacune des briques va ensuite chacun des sous-systèmes va fonctionner ensemble. Et l'objectif, c'est d'avoir le cadre en orange, en pointillé, d'avoir une analyse fonctionnelle et de performance en temps réel, prédictive et prescriptive, parce que tout ça, ça va être simulé. Pourquoi ? Parce que bien sûr, il y a des temps de séjour au niveau des réseaux, etc. etc.
Donc, dans le détail, en fait, la solution que nous, on avait développée au départ pour aller scanner les flux et usages de l'eau, on avait fait ça parce qu'on était confronté à quelque chose qu'on retrouve partout, c'est-à-dire une énorme hétérogénéité de sources de données, de formats de données, de nature, etc. Donc vous allez avoir des données qui sortent des capteurs, des données qui sortent de l'analyse en laboratoire, des données qui sortent d'observation terrain, des données qui sont quantitatives, c'est-à-dire vous avez des chiffres, des données qualitatives, c'est des annotations. Là, ça déborde, j'ai eu un renversement sur ligne, des incidents, etc. Et donc l'enjeu, c'est de pouvoir collecter l'ensemble de ces informations pour ensuite pouvoir les analyser. Parce que l'enjeu, c'est de comprendre, de relier les causes et les conséquences. D'accord ? Donc ça, c'est déjà un premier problème, c'est comment est-ce que je me connecte sur la réalité et comment est-ce que je fais pour aller récupérer tout ça, idéalement en temps réel, de manière automatisée, etc. Deuxième enjeu, c'est celui que vous avez à droite. Vous avez là aussi une grande diversité des usages entre celui qui gère la station d'épuration, celui qui est le directeur du site, celui qui gère autre chose, etc. Les gens n'ont pas du tout les mêmes types d'interactions avec la data, et donc chacun doit avoir sa propre interface pour pouvoir répondre à ses propres besoins. Donc nous, ce qu'on a développé, c'est 3 couches. La première couche, qui est grosso modo électronique et numérique, qui sont des solutions de connexion. Et ensuite, un cloud privé donc au centre pour gérer à la fois la data, mais aussi tous les comptes utilisateurs et la partie sécurisation. Et puis ensuite, des applications web. Donc les applications web, vous avez tout ce qui est extrêmement classique, qui est en fait un effet secondaire intéressant, mais l'outil fait ça par nature. Hein, c'est tout ce qui va être notification, alerte, visualisation nomade, des rapports automatisés. Ça, c'est pas de l'analyse de données. C'est de l'utilisation de la donnée de base, il n'y a pas de problème à ça. Les fonctions qui sont les plus avancées, c'est celles que vous avez en haut, et notamment modèle et système expert, et en dehors des applications d'analyse intégrée, d'études comparées, parce que vous pouvez dire, OK, je fais l'analyse moyenne sur une semaine, la moyenne d'une semaine sur les 6 derniers mois, et je fais une comparaison de temps réel par rapport à cette moyenne, je calcule la différence, et sur cette différence, j'en fais la dérivée, je mets mes alertes sur la dérivée, parce que ce qui m'intéresse, c'est les changements. Vous voyez, c'est pas du tout, on n'est plus du tout dans, tiens, j'ai dépassé 10 mètres cubes, donc j'ai une alerte. On fait vraiment, ça peut aller très très loin. Hein. Je prends l'âge du capitaine, je divise par, etc., etc. Des formules assez complexes. Et bien sûr, en réponse à une question qui est une question opérationnelle. Donc voilà, ça c'est les différentes applications. Donc on n'a que 10 minutes, donc on est obligé de faire très court. Et ce que je vous propose, je vois que ça frémit à droite. Et ce que je vous propose, c'est de montrer, alors parce qu'on ne pouvait pas le faire ici, c'est de montrer directement sur mon ordinateur, de voir un petit peu au niveau des interfaces ce que ça peut donner. Donc on est en stand D2 et on est à votre disposition à la fois pour les questions maintenant, plus tard, et puis pour regarder un peu plus en détail à quoi ça sert. Mais voilà. L'idée, c'est quoi? C'est on utilise maintenant les nouveaux outils du numérique pour pouvoir faire de la prédiction. Donc parce qu'on va simuler des procédés, on va simuler des flux, mais aussi de la prescription dans le sens où, comme on a des modèles, l'opérateur peut tout à fait simuler des scénarios de pilotage et ensuite le simulateur lui dit ben voilà, si tu fais ça, dans 3 heures, il y a ça qui sort. Ah bon, et si je rajoute 40% d'agitation, etc., ah bah oui, mais alors du coup, ça va faire ça. Bien sûr, ça n'est que de la simulation, c'est pas du tout. La réalité sera un peu différente, mais on est vraiment dans de l'aide à la décision qui utilise l'ensemble des flux de données. Merci beaucoup. Itopo, c'est à vous. Bonjour, Gérald Vernada, société Lige Technologies. Nous sommes basés à Limoges et nous développons l'outil Itopo. Alors pour faire la transition, Aquacé travaille dans le monde de l'eau. L'eau, c'est également des réseaux. Et la problématique des réseaux, c'est que de temps en temps, on ne sait pas trop où ils se situent. C'est un problème complexe qui coûte des millions d'euros. Il y a 300 incidents par jour en France sur les réseaux enterrés. Et pour répondre à ce problème complexe, on a réfléchi à une solution simple pour suivre les chantiers autrement. Cette solution, c'est tout simplement la photo. Il n'y a rien de plus simple qu'une photo géolocalisée. Donc Itopo, c'est le numérique au service des travaux publics. Il s'agit d'une plateforme web couplée à une application mobile pour créer une base de données collaborative. Et c'est là que réside l'innovation. Itopo, c'est avant tout une innovation d'usage plus qu'une innovation technologique. C'est de se dire que lorsque vous avez une tranchée ouverte avec des réseaux enterrés, vous prenez une photo, tout le monde prend des photos à l'heure actuelle sur les chantiers, que cette photo-là a de la valeur et que la valeur, elle se perd parce que chacun la garde pour soi. Eh bien, Itopo, c'est une plateforme sur laquelle on peut stocker cette information-là et la laisser éventuellement à disposition des autres contributeurs. Du coup, Itopo, solution de suite chantier qui permet de stocker, de classer, de partager et lorsqu'on partage, de repérer ensuite les réseaux enterrés.
Ce que j'ai dit tout à l'heure en préambule, c'est qu'il y a 100 000 incidents en France sur les réseaux, à peu près donc 300 incidents par jour, dont 3 000 sur le gaz. Dès lors que c'est sur le gaz, c'est problématique. La solution topo, c'est la photo, c'est simple, c'est pas cher. La photo, ça ment pas, hein, c'est forcément la réalité d'un moment. Demain, tout le monde sera connecté sur les chantiers. C'est déjà possible. J'en parlais ce matin avec des gens qui sont dans la salle d'ailleurs. Ce serait déjà possible techniquement d'avoir un technicien comme c'est le cas en bas à droite, qui est d'un côté la réalité et de l'autre côté la réalité augmentée avec ce qu'il y a sous ses pieds, sous ses réseaux. On y viendra vite. Mais l'enjeu, c'est la donnée. Comment on va collecter les données? Il n'y a rien de plus simple que de la collecter par l'intermédiaire d'une photo. Notre outil, il est du coup adapté et il concerne tous les acteurs du monde de la construction, que ce soit les bureaux d'études, les collectivités, les sociétés de travaux publics ou les concessionnaires. Et pour qu'il soit utilisé au quotidien, on a développé des fonctionnalités qui permettent d'avoir une plus-value immédiate sans même attendre la constitution de cette fameuse base de données, en fait. C'est-à-dire qu'on a réfléchi à la problématique de la photo. C'est très bien de prendre une photo, mais c'est mieux de pouvoir l'archiver facilement, de l'exploiter facilement et de la stocker. C'est pour ça qu'on a construit un outil qui pourrait potentiellement même être utilisé au-delà des travaux publics. C'est une photothèque, c'est ce que vous voyez ici. Ce sera plus simple de venir nous voir sur notre stand pour qu'on vous explique comment ça fonctionne, mais on peut retrouver une photo en un clic par les filtres qui sont situés sur la gauche de l'écran. Voilà typiquement le type de photos qui sont intéressantes. C'est une photo qui existe, qui a été prise par un chef de chantier en Creuse, chef de chantier Colas. Il l'a partagée publiquement, c'est la raison pour laquelle on s'est permis, nous, de la présenter là. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui vient déployer de la fibre optique sur ce secteur-là à côté du panneau stop, il sera content de trouver cette information-là au-delà de la cartographie pour avoir la nature du sol, les réseaux, etc. C'est une solution qui permet de partager ces données, mais avant tout, les données elles sont donc privées, on gère sa photothèque, on a la possibilité ensuite de passer à la photo collaborative, c'est-à-dire d'échanger de la donnée, mais en choisissant avec qui je l'échange. Et le troisième niveau est donc la donnée publique. Nous, on a un système de modération qui permet de partager des photos uniquement qui concernent le monde des réseaux enterrés, sans atteinte à la vie privée, ces choses-là. Je vais passer la parole à Julien, peut-être pour qu'il explique avant tout Sandy. Je pensais que j'avais une petite slide pour ça, mais Julien, qui est le fondateur d'Itopo, il va expliquer d'où provient l'idée. Vaste question. Oui, pourquoi fondateur de cette solution? Je suis issu du métier des travaux publics, je ne sais faire que ça. Et j'ai rencontré énormément de problématiques dès lors où j'intervenais sur des réseaux existants et beaucoup de problèmes et beaucoup d'accidents. Je trouvais que les informations qui étaient en ma possession, donc là vous voyez les termes DT, plutôt parce que là c'est une erreur, DT, DICT, donc là on est sur l'obligation, on est sur le réglementaire, et ce qui était en ma possession n'était pas suffisant pour protéger à la fois mes collaborateurs et pour protéger les gens qui entouraient le chantier. Donc j'ai réfléchi à une solution comme celle-ci, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple, qui soit utilisé au quotidien, et pas de rajouter une couche, comme on a l'habitude de faire, une couche complexe qui ne sera jamais utilisée et jamais fiable. Voilà, donc c'est en fait une solution de bon sens qui paraît peut-être simple à première vue. Derrière, il y a tout un mécanisme bien sûr très complexe. Ce qui est le plus compliqué, c'est de faire quelque chose de simple en fait. C'est ce qui est le plus compliqué, hein, un cher collègue, et de l'expliquer. Donc en fait, c'est une solution de bon sens qui paraît encore une fois très simple, qui est très complexe, mais qui rendra beaucoup de services. Mais quand j'utilise le terme rendra beaucoup de services, ça parle à très peu de personnes, parce que très peu de personnes adhèrent à un projet qui peut avoir une valeur ajoutée dans 10 ans. Donc c'est pour ça qu'expliquait Gérald, on a essayé de rendre ce produit efficace sur l'instant pour que toutes les sociétés, toutes les collectivités, tous les bureaux d'études, etc., l'utilisent sur l'instant pour pouvoir collecter une donnée. C'est vrai qu'on pouvait vendre une promesse au départ en disant, voilà, dans 5 ans, dans 10 ans, on aura une réalité augmentée grâce à vos données. Sauf qu'on s'aperçoit que c'est un peu comme l'écologie, ça. Hein. C'est-à-dire que voilà, ça ne parle pas des masses. On adhère tous au projet, mais en fait, au quotidien, on ne fait rien pour arranger les choses. Mais en fait, c'est ça. Donc, il faut proposer quelque chose sur l'immédiateté. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de proposer avec ce produit-là. Je ne sais pas si j'étais très clair. Mais c'est très clair dans ma tête, vu que c'est moi qui l'ai inventé. D'où viennent ces photos? Qui les prend? Alors,
c'est justement ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire on crée une masse, une collectivité, comment on appelle ça? Une communauté, pardon, une communauté de personnes. Et en fait, la personne qui va prendre cette photo-là, c'est l'intervenant du chantier. C'est-à-dire que c'est le technicien. C'est pour ça qu'on a essayé de faire quelque chose de très simple et qui ne prend pas beaucoup de temps, parce que le technicien a beaucoup de choses à faire. Et donc, on a essayé de faire un produit simple. Et donc, c'est lui qui va collecter la donnée, qui ensuite va être stocké et réutilisé, et surtout réutilisable. Voilà. C'est bien vos questions, ça permet de rebondir. Mais ça veut dire donc que justement sur votre site, on ne trouve pas n'importe quelle photo. C'est labellisé, c'est quelqu'un qui était sur un chantier, on a quand même une assurance. Alors, on est bien d'accord, on est dédié au monde professionnel. Donc tous les gens qu'on vient de vous énoncer, ce sont les utilisateurs. Ce n'est pas du grand public. Hein. Alors, on pourrait, peut-être, mais pour l'instant, on ne le fait pas, parce qu'en fait, on s'aperçoit bien que cette photo-là a besoin d'être prise par un œil de technicien. En fait, on va remplacer, alors ça c'est mon vœu, hein, on va remplacer la mémoire des gens. C'est-à-dire que la mémoire des gens vient de l'œil. Souvent, quand on a intervenu dans un endroit, on demandait à quelqu'un qui avait pu réaliser les travaux de dire, tiens, tu te rappelles où est-ce qu'on est passé? Et ben voilà, en fait c'est ça, on remplace l'œil, et cette personne-là, même si elle n'est plus là après pour donner l'information, ben on a son information. En fait c'est ça, immortaliser l'information, la mettre sur un seuil de partage et pouvoir la réutiliser à l'infini. Et du coup, pour parler chiffres, vous existez depuis combien de temps et vous avez combien de photos à dispo pour le moment? Alors combien de photos c'est compliqué. On existe, en fait, j'ai eu l'idée un soir en 2014. On s'est passé ce soir-là, on ne le dira pas. Non, on ne le dira pas. Et donc, je l'ai fait développer en 2015. Et en fait, l'outil que vous voyez sous vos yeux, là, est finalisé l'été 2017. Voilà, pour vous donner un peu le laps de temps et de laboratoire, en fait, qu'il a fallu, parce qu'en fait, l'outil était un proto pendant ces années-là. Et en fait, c'est ce que je vous disais, pour le rendre utilisable sur l'instant, il fallait trouver des solutions immédiates qui rendent un service immédiat. Donc pour répondre à la question, oui, la version actuelle qui est déployée, elle est opérationnelle depuis juin 2017. Et depuis juin 2017, on le déploie commercialement. On a 119 comptes actifs, c'est pas vrai, parce que ça c'était les informations que j'ai données lundi à Ronan, mais en fait, on est à Cyclo, donc du coup, on a vu des nouvelles personnes. Donc on a 125 comptes actifs, le dernier étant créé là, avec la Glo de Toulouse. Donc, on se déploie sur ces départements-là, mais du coup, c'est faux aussi, puisque ici, on a vu des gens de Pau, des gens de Toulouse. Merci au Salon Cyclo. 748 chantiers créés, plus de 5000 photos. Et sur ces photos-là, il y a, comme on le disait, ça peut être des photos privées, collaboratives ou publiques. Il y a 12% des photos qui sont publiques. Donc, en effet, vous pouvez prendre vos photos de vacances ou de chat avec Itopo si vous voulez. Ils seront géolocalisés. Devant un chantier, je vois quelque chose qui m'interpelle. Je prends une photo. Est-ce qu'elle vous intéresse? Oui, mais on ne pourrait pas l'intégrer parce qu'elle n'a pas été prise par le process Itopo, et donc on ne peut pas garantir sa traçabilité. On ne sait pas qui vous êtes, on ne sait pas où est-ce que vous l'avez prise, etc. Donc on ne la prendrait pas, sauf si vous téléchargez l'application Itopo, mais à ce moment-là, il vous faut un identifiant et un mot de passe, et je vous ferai un tarif sur votre licence. C'est sympa. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est quoi le process Itopo? Donc, basiquement, mais c'est déposé, on ne peut pas le dire. Il faudra venir nous voir, mais c'est, comme le disait Julien, il le sait, lui, chef d'entreprise, travaille avec ses chefs de chantier. Il ne voulait pas que ce soit une usine à gaz. Donc, ça veut dire que le chantier, il est créé sur la plateforme web Itopo. L'opérateur de terrain, le chef de chantier, il déclenche son application. Il a la liste de ses chantiers en cours. Il sélectionne le chantier qui le concerne. Et il va prendre ça ou ses photos, parce que sur un même point de géolocalisation, on peut prendre plusieurs photos pour être sûr de l'environnement, varier les angles, qualifier les réseaux concernés, mettre son commentaire pour amener une plus-value à la photo, changer l'auteur si toutefois l'auteur n'est pas le responsable du chantier, et aller préciser la géolocalisation. Parce que pendant qu'on fait ce processus, le GPS du téléphone ou de la tablette calcule notre position, et on peut aller affiner ça. Si la géolocalisation est perfectible à 1 ou 2 mètres, on va aller déplacer le picto, et après il y a toute une exploitation derrière sur l'application web. Juste un petit mot pour finir sur notre partenaire, ils sont présents ici là, parce que là nous on est de Limoges et on ne peut pas inonder la terre entière du jour au lendemain. Mais justement, grâce à eux, j'ai vu qu'on avait eu une inscription ce matin en Algérie. Donc, ils sont passés par l'intermédiaire de Plaçon. Donc, c'est notre premier partenaire commercial. Merci beaucoup. Vous l'avez entendu, moi j'ai déjà posé plein de questions. J'en ai d'autres, mais j'aimerais bien qu'il y en ait qui viennent de vous. Est-ce que quelqu'un dans la salle
aurait une remarque, une question, quelque chose à partager avec nos intervenants? J'arrive, je viens. Oui, bonjour, Pascal Pastier, société EGEH, qui est utilisatrice de la solution Itopo. Félicitations. Félicitations. Je voudrais rajouter une petite chose toute simple. Il faut savoir que c'est une solution qui est interfacée également avec Google Street, et ce qui est extrêmement intéressant, puisque Google Street, c'est un outil que tout un chacun utilise, bien évidemment. Et vous pouvez, sur un terrain qui a été, je dirais, changé, avec un trottoir déplacé, avec des feux, une circulation qui a été bougée, retrouver avec les différentes photos, effectivement, la trace de la canalisation à l'endroit où elle était, la profondeur, et en tout cas, ça permet de compléter, de sécuriser de façon importante toute la démarche de déclaration sur l'intention de commencement de travaux et les DT qui doivent être faites par les entreprises qui interviennent. Voilà. Et puis par ailleurs, je tenais à vous remercier tous les trois, donc Ronan en tant qu'animateur du pôle, Jean-Emmanuel pour avoir brillamment présenté son support sur ce travail incommensurable qu'il a commencé avec Aquacé sur le SIAP, et puis Topo, en qui on croit beaucoup, parce qu'effectivement, ce sont des solutions qui permettent aux gens de terrain, qui ne sont pas souvent, je dirais, habitués des éléments, des outils numériques, d'utiliser des choses toutes simples, qui sont ce que nos amis canadiens de la belle province disent les téléphones intelligents, au moins avec une utilisation intéressante, dans lequel on rentre effectivement à la fois la photo, la géolocalisation, et surtout l'environnement. J'insiste bien, parce que là, on a vu qu'une photo d'une tranchée, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, sur le chantier, on ajoute à cette photo des photos de l'environnement qui, lui, je dirais, les immeubles et tout ça ont tendance à peu bouger quand même dans le temps. Donc, ça permet vraiment d'être très important. Je vous remercie. Merci à vous. Merci d'avoir fait une lumière sur notre collègue Google qu'on a lancé il y a quelques temps et qui s'est plutôt... C'est un petit nouveau qui débute. Ouais. Ben, quand on peut aider. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de se lancer? J'arrive. Oui, Yves Legat, je suis chercheur à IRSTEA à Bordeaux, donc un institut public de recherche, particulièrement investi dans la gestion du patrimoine. Et donc, pour moi, mon souci, c'est de savoir si les solutions que vous développez, alors c'est aussi valable pour ce qui se fait au SIAP que ce qui peut se faire sur des chantiers, ça sera à terme valorisé par l'implémentation des données dans une base de données. Alors non pas avec simplement des commentaires libres, parce que d'après ce que j'ai compris, actuellement on en est là, mais avec une information réellement bien formalisée, où on saura, avec des champs bien répertoriés, que le tuyau, il était en tel matériau, tel diamètre, il a été posé, la photo a été prise à telle date, la profondeur était de temps, etc. De façon à ce que des gens comme moi, là je parle un peu égoïstement pour mon officine, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, on puisse récupérer ces données historiques et faire des études de très long terme sur la pose des réseaux et leur devenir. Ouais. Je vous laisse répondre. Oui, bien sûr. Alors, donc vous avez évoqué tout un tas de sujets qu'on est déjà obligé de faire. Hein? Oui, mais je vois bien, on est dans le même navire et on essaye de faire avancer le système. Oui, de par la photo déjà, avec un œil de technicien, sans commentaire, moi je vais être capable de vous donner la profondeur de la nature, déjà. D'accord? Donc, et je suis d'accord avec vous. Et ensuite, le commentaire qui va être joint à cette photo va être le commentaire d'un technicien. Donc, soit il est
on va dire, il est correct ou pas correct. Mais je dirais un petit peu comme toutes les données qu'on va collecter aujourd'hui. Hein, il faut bien qu'on fasse le tri aujourd'hui des données aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait des plans de récollement. Alors, encore une fois, je ne jette pas la pierre à personne. Hein. Je ne fais qu'un constat. D'accord ? Et on se rend bien compte qu'il y a des données qui sont encore incorrectes. Alors, on va tous dans le bon sens pour essayer d'améliorer ça. D'accord ? Ça, c'est typiquement un des éléments pour essayer d'améliorer ça. C'est-à-dire que demain, si vous avez la cartographie de votre plan et à la fois des photos qui vont venir agrémenter ce plan, qualifié ou non qualifié, vous allez avoir une aide à la décision. Et l'aide à la décision, c'est-à-dire que vous allez pouvoir une lecture de ce plan, soit elle va être vérifiée, confirmée ou erronée. Et en plus, je dirais, et ça c'est la preuve de la photo, alors la photo elle ne ment pas, hein, elle ne raconte pas d'histoire. D'accord ? La date, bien sûr, ça vous l'avez, je ne vais pas répondre à l'histoire de la date, ça c'est daté, géolocalisé, tout ça, ok, ça c'est bon. Ce que vous dire, la photo vous donne d'autres éléments, nature du sol, épaisseur de la structure de chaussée, s'il y a structure de chaussée, enchevêtrement des réseaux, ce que vous n'avez pas sur le plan, parce qu'aujourd'hui, il me semble qu'on a plusieurs plans par nature de réseau. Donc vous avez aussi l'enchevêtrement, s'il passe dessus, dessous, à côté. Hein, voilà. Donc la photo va être vraiment une aide à la décision. Donc vous, en tant que technicien, ou les gens qui vont travailler pour vous en tant que technicien, c'est vraiment une aide à la décision, une aide à l'analyse. Alors, une aide à la décision, moi je parle pour les techniciens qui vont ouvrir, mais je parle aussi des techniciens qui vont étudier la possibilité de réaliser un projet, d'un côté ou de l'autre, d'une profondeur ou d'une autre, dans un sens ou dans un autre. Et ensuite, vous allez pouvoir faire de ça, extrapoler des analyses sur la nature du réseau, la durée du réseau, combien de temps va peut-être durer un réseau. Mais en plus, la photo va vous permettre de peut-être, parce qu'on, vous savez, on a posé l'eau à peu près, je ne vais pas dire de bêtises, à 40, l'assainissement 80, aujourd'hui on a à fond dans la fibre. Bon, on recroise ces réseaux qu'on a posés ces années-là, donc on peut faire avec la photo une expertise très rapide, une analyse très rapide de ces éléments-là. Je ne sais pas si j'ai essayé de balayer toutes vos réponses. Non, vous avez pas l'air très content. Vous pouvez rajouter des choses. Un peu préciser, mon souci, c'est de pouvoir analyser, non pas pour un chantier particulier, où effectivement je vais revenir en arrière et savoir qu'il y a 10 ans, voilà, la tranchée avait cet aspect-là, etc. Mon souci, c'est de pouvoir récupérer en masse les données sur un réseau qui peut faire, je ne sais pas, 30 000 tronçons, par exemple, récupérer l'information sur un maximum de tronçons pour faire une exploitation statistique de ces données-là. Et ça, si c'est du commentaire libre, je ne sais pas faire. Si c'est du commentaire qui a été formalisé dans des champs bien précis avec des choix fermés pour les réponses, là oui, on sait faire. Et donc ma question, c'était plutôt là-dessus. Je vais essayer d'y répondre, mais Jean-Emmanuel, c'est pas la même sur ta utilisation. partie, Voilà. sur justement l'exploitation de la donnée en masse. Oui. Après, Donc, ce qu'on appelle la transition numérique, il y a énormément de facettes. Et une des facettes qui est, in fine, qui va être la plus intéressante, c'est l'analyse des données en masse quand on aura accumulé suffisamment de data, parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir avoir des systèmes de comparaison à la fois dans le temps, dans l'espace, sur une multitude de procédés en parallèle, etc., etc. Donc, il y a un vrai enjeu de structurer ces données dès le départ pour que ce type de sport, qui est très particulier, hein, c'est les dernières avancées en fait en analyse de données, puisse être réalisé et facilement. Et pas se retrouver avec des cimetières de données, parce que ça a été stocké dans des bases de données qui n'ont pas été faites pour faire du calcul, etc. etc. Okay. Alors ça, il va y avoir, dans notre cas, il y a deux aspects. Il y a un premier aspect, c'est que la donnée au départ appartient, dans notre cas, à notre client, donc vous n'y aurez pas accès. D'accord ? Le deuxième aspect, c'est que quand même, malgré le fait que ce soit une donnée privée et qu'on n'y a pas accès, il y a des choses qui ne sont pas forcément confidentielles et que les gens commencent à comprendre que la notion de data, c'est bien si on est en relationnel. Donc c'est ce qui s'appelle maintenant, j'ai appris ça, c'est une des conférences organisées par la région sur l'usine du futur, la performance relationnelle. C'est-à-dire comment chacun des acteurs va avoir au fur et à mesure son historique de données et doit avoir la capacité, en fonction de ses interlocuteurs, de dire ça, je le mets dans le public, ou comme vous avez montré, ça, je le mets en partenariat, et de manière à ce que, quand il y a une question transversale,
par exemple, que ce soit des chercheurs, donc dans un cadre qui est restreint, on voit que ça, c'est pas une donnée, c'est pas on n'a pas fait du lâcher de données, quoi. C'est, vous avez un projet de recherche, vous identifiez en fait les différentes sources d'informations qui pourraient vous intéresser, vous rentrez en contact avec eux et vous dites, est-ce que je peux récupérer telle partie de la data que je mets sur moi, en copie sur mon propre serveur, grosso modo, ma propre architecture informatique, et sur laquelle je vais pouvoir lancer mes travaux, etc. etc. Alors ça, j'ai vu ça aussi dans les... ici, on a les photos, on va avoir donc des données mesurées en continu, mais il y a un énorme boulot à faire. Moi, j'ai été en relation avec les gens, notamment en Ile-de-France, alors le nom ne vient pas à l'esprit, le laboratoire Eau Environnement Sciences, c'est pas le GRES, c'est un autre, GRES c'est à Limoges, bon c'est pas grave, et qui ont des années et des années de data d'analyse chimique de l'eau, et les analyses chimiques sur l'eau, pour les micropolluants, ça coûte une blinde, hein, je veux dire, voilà. Et le problème, c'est que ça a été stocké dans des cahiers, après dans des tableaux Excel, et donc on ne peut rien en faire, c'est un gâchis monumental. Alors c'est un gâchis monumental parce qu'en plus, lorsqu'on veut dire, tiens, sur un bassin versant, on veut commencer à faire des cartographies, tout ça, donc ça, il faut commencer tout de suite à se poser la question de, je produis de la data, qu'est-ce que j'en fais tout de suite? Pas simplement par rapport à mon utilisation, mais de manière à ce que derrière, elle soit utilisable, transférable, copiable, voilà, ça c'est le truc de base. Voilà, mais l'important, c'est quand même de commencer à la collecter. Donc, nous, c'est l'enjeu. d'accord. Et donc là où on se rejoint, D'accord, oui. pour essayer de répondre, compléter la réponse à votre question, c'est que nous, on est bien obligés, et c'est normal, d'être concernés par les besoins de notre client. Donc, pour l'arborescence, pour ses commentaires, la plus-value qu'il va amener à ces photos, en ce qui nous concerne, c'est à lui de la définir. C'est lui qui va pouvoir retrouver ses photos par rapport à ses besoins à lui, et ça va être des éléments techniques. Mais après, tout est possible. Si en effet vous avez besoin de données en masse quand l'outil sera utilisé un petit peu partout, mais étant donné qu'Itopo c'est avant tout un moteur de recherche, c'est vrai qu'en tapant fonte, vous allez faire remonter toutes les photos ou potentiellement en commentaire, il y a marqué fonte. Si en revanche, c'est vrai qu'il y a un chef de chantier qui met FT à la place de fonte, bon, bah, ce sera plus compliqué, quoi. Mais on peut plater fonte plus FT potentiellement. Déjà, il faut commencer à collecter l'information. Je vais aller dans le fond de la salle. Bonjour, Mickaël Piron, Groupo. Pour compléter un petit peu la question de monsieur, on avait deux autres questions. La première, c'est que vous parliez des organismes qui interviennent sur Itopo. Donc, de ce qu'on comprend, il y a du public et du privé, donc des entreprises privées autant que des collectivités locales, si on a bien compris. Voilà. Sur la partie privée, en tout cas sur les techniciens qui interviennent, il y a deux choses, donc deux questions qui nous viennent. La première, c'est, nous par exemple, on fait de l'expertise de réseau, on est soumis à la norme 13508, et sur cette expertise, on a des cases à remplir, enfin voilà, fonte, grès. On parlait tout à l'heure de bien identifier chaque problématique, chaque matériau, chaque métré, enfin, tout ce qu'on connaît dans cette normalisation. Est-ce que vous, ça serait pas possible d'imaginer, entre guillemets, dans un futur à plus ou moins long terme, hein, peu importe, mais en tout cas d'avoir cette possibilité de diagnostiquer particulièrement chaque problématique que vous rencontrez pour que, au-delà le technicien a bien fait son job ou le technicien a moins bien fait son job, qu'on puisse avoir... Plus ou moins bien qualifié. Exactement, à plus ou moins bien qualifier en tout cas la problématique, qu'on puisse avoir une espèce de normalisation globale qui permette à tout le monde justement de partir de la même base avec des termes qui sont communs à tout le monde. Donc ça, c'est la première question. Est-ce que vous pouvez imaginer ou vous pouvez développer quelque chose comme ça dans les années qui arrivent? La deuxième question, c'est, vu que votre solution est utilisée par des collectivités autant que des privés, qu'est-ce que ça représente en termes techniques? C'est-à-dire combien de personnes vraiment vont prendre les photos sur les chantiers? Voilà. Bon, j'y vais. Par rapport à la première question, je dirais en effet c'est complémentaire. On le verra à l'usage. Nous, on est dans un environnement où la norme n'existe pas, finalement. La norme, c'est faire des plans géoréférencés, classe A, classe B, classe C, et c'est du plan. On interpelle déjà. On interpelle en disant, vous savez, la photo, ça apporte une plus-value. Donc pour l'instant, la photo, on n'est pas contraint à dire, la photo, il faut la prendre de telle manière. Ça, à la limite, certains de nos clients peuvent l'imposer, par contre. C'est de plus en plus le cas. Il y a des clients, des donneurs d'ordre qui imposent la photo et qui, en plus, impose un certain processus de prise de photo. C'est le cas des syndicats d'électrification pour certains d'entre eux, qui vont prendre en photo pas forcément les réseaux, mais les candélabres, des choses comme ça. Et s'il y a une ombre, on ne la prend pas. Et si... Nous, ce n'est pas notre cas. Nous, déjà, on veut déjà que ce soit utilisé.
Après, pourquoi pas? Nous, on y réfléchit. Et, à ce moment-là, on créera peut-être la norme avec des gens comme vous, avec des gens que ça concerne, pour essayer de dire, bon, maintenant, non seulement il faut faire des photos de telle manière, mais en plus, il va falloir les qualifier. Quand c'est de la fonte, on ne met pas FT, on met vraiment fonte. Et reste, on le cochera. Après, comme le disait Julien, ce qui importe pour nous, c'était à la base déjà de ne pas faire une usine à gaz, que ce soit le plus simple possible, parce que déjà, pour certains, on part de loin, il y a des gens qui ne sont pas encore équipés, il y a des gens pour qui l'application mobile, je raconte souvent la même histoire, moi je me suis arrêté sur un chantier avec le chef de chantier qui utilisait Itopo, parce que sur ce chantier-là, il était à côté de l'école de mes enfants, je me suis arrêté, je l'avais formé la semaine avant, on a pris une photo ensemble, il tremblait, j'avais l'impression qu'il lançait un missile et que c'était la Corée du Nord. Je lui ai dit, t'inquiète pas, tu ne sais jamais qu'une photo que tu prends, donc c'est moi qui l'ai, c'est normal. C'est vrai en plus. J'arrive. C'est un commercial Plaçon. Il avait laissé traîner son passeport. J'ai voulu lui rendre service. Donc, c'est pour la première question. La norme, oui, on y songe. J'ai essayé de cadrer ça. Et la deuxième, c'est intéressant parce que Itopo, vous avez compris qu'il y avait la donnée privée pour gestion de photothèque personnelle. Après, de la donnée publique qui est très ciblée par rapport à notre environnement. Et entre les deux, partager de la donnée simplement entre acteurs. C'est moi. Tu l'as retrouvé, le passeport? Autant pour moi. Commercial Plaçon, merci. Partenaire. Donc, échanger de la donnée en temps réel, c'est un peu du BIM, par de la photo, entre acteurs qui œuvrent pour un même projet. Ben là, on a 3 chantiers un peu conséquents qui utilisent Itopo, qui nous permettent de voir, et on verra l'usage, vous avez vu, c'est récent, donc on va voir comment ils se l'approprient. On a un réseau de chaleur en Haute-Vienne qui est suivi par Itopo, le chantier du BHNS à Angoulême qui est suivi par Itopo, et un autre chantier, un chantier de résidentialisation dans une autre agglo. Et pour certains d'entre eux, bah oui, il y a 10 acteurs qui vont prendre des photos. Pas forcément au même endroit, pas forcément au même moment, mais c'est intéressant que chacun partage cette information. Dans l'univers dans lequel évolue Julien, et là, c'est ça qui est terrible quand on prend du recul, on est tout à fait capable de casser un réseau qui vient d'être posé la veille, qui est tout neuf, par manque d'informations. Et ça arrive tous les jours. Hélas. Donc nous, c'est simple, c'est juste qu'on donne l'information, cette information-là est de suite partagée avec l'ensemble des acteurs du projet pour éviter ça quand c'est possible. Voilà. Après, là où je suis d'accord avec vous, et c'est ça qu'on va être attentif là-dessus, c'est par rapport au 3e niveau, la donnée publique. Ben oui, il faut identifier un administrateur de ce chantier collaboratif parce que ça va emmagasiner un certain nombre de données qui ne sont pas forcément pertinentes à partager, ensuite à archiver les données publiques. Il va falloir que quelqu'un identifie celle-ci, oui, celle-ci, on rebouche et du coup, ça sera la situation de ce moment à 7 heures ce jour-là. Et le contributeur qui passera derrière mettre de la fibre optique, il voudra bien avoir cette photo-là. Mais ça, il faudra l'identifier. Et je vous remercie beaucoup, tous les 4. Je crois qu'il y a encore des questions, mais pas de souci. Hein. Ils sont tous sur les stands derrière, donc n'hésitez pas, allez les voir. Et vous rendez le passeport tout de suite. Ouais, il faut que je le retrouve par contre. Mais Merci beaucoup. Merci beaucoup.